J'ai l'impression que d'être dans le reflet du miroir, on a le même t-shirt, on a presque les mêmes C'est lunettes. vrai. Aujourd'hui, dans Bientôt la Fame, je reçois Anna Godefroy. Sa tête vous dit sûrement quelque chose depuis cette vidéo TikTok qu'elle a postée pendant le confinement. Faut que je vous avoue un truc, j'arrive pas à contrôler ma voix off de journaliste qui commente toutes les images de cette manière. Et en parallèle de ses vidéos sur les réseaux, elle enchaîne depuis quelque temps les plateaux de stand-up dans toute la France. Je m'appelle Bangui, vous ne me connaissez pas et c'est normal, puisque c'est Bientôt la Fame. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, une tape dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le prochain. Salut Anna, Salut, merci d'avoir accepté cette invitation dans Bientôt la Fame. avec plaisir, merci de m'inviter. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors je m'appelle Anna Godefroy, j'ai 26 ans et je suis humoriste donc sur scène depuis à peu près 2 ans et sur les réseaux sociaux où je poste des petites vidéos de temps en temps sur Instagram. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être humoriste ? Je faisais de la radio, donc j'ai commencé à RTL2, j'ai fait un stage, après j'étais au Standard dans la matinale et après j'ai été chroniqueuse et autrice. Du coup, bon, ça se rapprochait quand même un petit peu déjà d'humoriste, mais pas vraiment parce que c'est un exercice différent. Je faisais pas vraiment des billets d'humeur, je faisais des petites chroniques. Ouais, c'était quand même un peu humoristique, tu vois, mais c'était pas vraiment encore humoriste. Donc ouais, j'ai vraiment démarré par la radio. J'ai fait ça pendant 5 ans. Qui étais-tu quand tu étais petite à l'école ? Est-ce que tu étais un enfant timide ? Est-ce que tu aimais Ouais. déjà la scène, des choses comme ça ? Bah, en fait, j'ai toujours une personnalité un peu paradoxale, dans le sens où j'étais très timide. Je me souviens même que des fois, je rentrais à l'école, je ne parlais pas. C'est-à-dire que je voulais pas parler, tout ça. J'étais très intimidée, mais d'un autre côté, quand j'étais, je pense, avec des personnes de confiance, bon, en l'occurrence ma famille, j'étais toujours un peu le clown et celle qui voulait faire des spectacles dans le jardin, des petites vidéos, des machins, dès que j'ai pu faire ça. Et l'école, moi, je suis quelqu'un de très scolaire. Souvent d'ailleurs, les autres humoristes, ils rigolent un peu parce que tu vois, moi j'écris tous mes textes, j'imprime, il y a des couleurs, machin. Donc l'école, ça a toujours été un peu ça. Plus on avançait, moins les notes suivaient parce que j'étais moins dans mon élément. Mais oui, globalement, j'ai quand même eu relativement des bons résultats, si c'est ta question. Ok, très bien. Assez droite, quoi, on va dire. Ouais, t'étais très scolaire. Voilà. Est-ce que ça t'aide du coup, tu penses, pour l'écriture, pour la scène ? Oui, pour l'écriture, je pense que ça m'aide parce que bah, même, tu vois, au niveau du français, moi, c'était toujours un peu été ma matière de prédilection. Donc, bon, je pense que pour ça, c'est un vrai plus. Et ouais, dans l'organisation de mes notes, tout ça, ouais, moi, j'ai gardé tout ce truc où à l'école, t'étais obligé de... Enfin, tu vois, tu devais faire des paragraphes, des machins. Moi, je suis vraiment premier degré là-dessus. Et quand je vois les carnets des autres humoristes, je me dis, mais comment font-ils ? C'est vraiment pas comme ça que je fonctionne. Donc, Ok. ouais, j'ai gardé un peu ce côté scolaire, ouais. Et c'est quoi du coup ta façon d'écrire ? C'est vrai que j'ai toujours du mal à répondre à cette question. En fait, je vais avoir je sais pas, soit je vais voir un truc qui va me faire rire, soit je vais vivre une situation. Souvent, c'est ça, je vis une situation qui me fait rire et après j'écris autour de ça. En fait, assez vite, les vannes me viennent et je me rends compte plus tard qu'elles étaient pas ouf, mais bon, ça me fait quand même un fil conducteur pour écrire quelque chose. Et ouais, en fait, c'est quand j'ai l'inspiration qui vient. En fait, je sais pas s'il y en a qui fonctionnent dans la recherche d'inspiration, de tiens, j'ai envie de parler de quoi. Moi, c'est assez évident, les trucs viennent à moi et puis après, j'essaye de tout relier et de faire un truc qui a du sens. Mais ouais, pour l'écriture, ouais, globalement, j'ai un truc qui me vient où je vois quelque chose, je vis quelque chose et c'est comme ça après que je déroule. Mais tu vois, il y a des gens, par exemple, qui fonctionnent comme mots-clés. Moi, vraiment, j'écris toutes mes phrases Ok. au mot près. Et il faut que tu t'y tiennes, quoi. Ben ouais, en fait, je me rends compte, tu vois, quand je fais mes passages de 10 minutes, par exemple, qu'on appelle du sûr, donc ceux où vraiment qui fonctionnent a priori tout le temps, je me rends compte que je dis toujours les mêmes mots, quoi. Même rythme, même mots, tout ça. C'est un gros travail en amont d'apprentissage ou t'apprends très rapidement ? Non, moi, j'apprends assez vite. Je suis toujours terrifiée à l'idée de tester quelque chose. Donc forcément, en plus, t'es dans ton texte, donc t'as un peu moins tu te concentres moins sur le rythme, je trouve. Enfin, moi, c'est ça, à chaque fois, mon problème quand je teste quelque chose, je suis vraiment dans le texte et du coup, je pense que ça se ressent parce que ça me stresse. Mais une fois que je l'ai fait une seule fois, après, c'est bon, ça déroule et là-dessus, j'ai pas mal de chance, ouais. Pour l'apprentissage, ça va. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. On va donner des petites stats à ce jour. Tu as environ 218 000 abonnés sur Insta et plus de 700 000 sur TikTok. C'est ça. C'est un
c'est très impressionnant pour un bientôt la fame. C'est presque déjà la fame. Alors moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours aimé faire rire, faire des trucs depuis que je suis petite. Tu vois, je faisais le fameux spectacle dans le jardin. En fait, ça me fait rire de dire ça parce que je pense qu'on a tous un peu fait ça quand on était petits. On voulait faire un spectacle et ça faisait chier tout le monde. Tu mettais les chaises en plastique. Et dès qu'il y a eu un peu l'apparition des vidéos, enfin pas l'apparition, mais moi quand j'ai découvert un appareil photo numérique, un logiciel de montage sur Windows Movie Maker et tout, je me suis mis à faire des trucs. Et en fait, c'est toujours un peu resté. Donc, si tu veux, j'ai commencé à faire des machins que je postais pas et tout parce que j'étais plus jeune. Et après, quand il y a eu Instagram, TikTok, avant TikTok, j'avais fait même des trucs un peu sur YouTube. Un stage, mais j'en postais pas une tous les 2 mois quand j'avais une petite idée comme ça. Et en fait, quand TikTok est arrivé, c'est un de mes anciens collègues de la radio qui m'a dit « Tiens, tu devrais mettre tes trucs sur TikTok, tu vas voir et tout ». Et effectivement, j'ai posté 2-3 trucs, ça a bien marché. Parce qu'en fait, TikTok, avant, c'était Musical.ly et avant, donc c'était vraiment des trucs de danse, de machin, il n'y avait pas d'humour. Donc c'est vrai que quand j'ai posté mes premiers trucs, ça marchait bien. Mais après, j'avais un peu laissé de côté. Et c'est pendant le confinement où, comme beaucoup de gens, j'avais du temps devant moi, où je me suis dit « Tiens, je vais faire 2-3 trucs ». Et j'ai eu de la chance, ça a pris. Et après, ça m'a imposé un rythme, non, parce que ça me plaisait, mais je me suis mise du coup à en faire vraiment plus régulièrement, et en fait c'est comme ça que ça s'est lancé. Comment t'as réussi à te dire, tiens, je vais arrêter la radio pour me lancer dans le stand-up? Est-ce que ça a été difficile? Ça a été un peu difficile, mais en fait j'ai pas fait arrêter l'un pour commencer l'autre, j'ai fait une transition si tu veux. Ouais. Au début j'étais 5 jours sur 5 à la radio, donc en chroniqueuse et tout. Enfin avant je fais stage standard, après chroniqueuse. Et l'année avant d'arrêter, je suis passée à 2 jours par semaine, justement pour pouvoir faire de la scène le soir, parce que la radio c'est très tôt le matin. Donc en fait quand tu te lèves à 4h30 et derrière il faut que tu ailles faire des scènes et que tu rentres chez toi à minuit, 1h, c'est un peu compliqué. Donc ils m'ont passé à 2 jours semaine pour que je puisse justement essayer de trouver un espèce de rythme. Et après, je me suis rendu compte quand même que même si j'étais à 2 jours par semaine, en fait, t'es quand même assez fatiguée et t'as du mal à travailler autre chose. Quand tu rentres de ta matinale, t'as envie de dormir et quand tu travailles, t'es dans les choux et t'arrives pas à travailler. Et du coup, je me suis dit, je pense qu'il faut que je coupe le cordon, entre guillemets, et que j'y aille. Mais c'était pas facile parce que il y avait aussi beaucoup le côté affect pour moi, où je le dis souvent quand on me pose ces questions-là, c'est que moi, RTL2, c'était un peu ma famille, tu vois. J'étais avec eux tout le temps, on se lève hyper tôt, on est tout seul à 5h30 du mat dans les studios. Donc ça, c'était très dur, mais bon, en fait, je suis toujours en contact avec eux et puis je suis contente parce que là, maintenant, j'arrive vraiment à me concentrer à fond sur la scène et je regrette pas. Ça se passe comment alors, du coup, cette nouvelle carrière? Ça se passe très bien et je me rends compte que je suis limite plus fatiguée que quand je faisais de la radio très tôt le matin parce que en fait tu vois, moi j'habite à Paris, je fais beaucoup de scènes à Paris, mais je bouge aussi beaucoup dans la France pour aller faire des scènes à droite à gauche, donc c'est beaucoup de déplacements, on se couche assez tard et je trouve que c'est beaucoup d'énergie aussi de faire des comédie clubs, tout ça, donc puis tu dois écrire aussi. Moi je trouve que mentalement, moralement, ça prend vachement d'énergie, mais par contre c'est génial, donc c'est du bon épuisement, on va dire. Ok. T'es montée à Paris pour la radio? Ouais, je suis montée à Paris pour faire des études pour faire de la radio. Donc ouais, en gros c'est ça. Et du coup j'ai fait mon école de radio à partir de 2017 jusqu'à 2019. Et pendant mon cursus scolaire de l'école de radio, j'étais rentrée en stage chez RTL2. Donc en fait voilà, ça s'est suivi. Et aujourd'hui je reste à Paris parce que déjà c'est simple quand tu veux bouger à droite à gauche. Et puis même moi là où je joue la plupart du temps c'est à Paris. Donc la question ne se pose pas trop de bouger pour l'instant. Comment t'as découvert le stand-up? Comment j'ai découvert le stand-up? En fait, c'est mon ami Pierre qui nous accompagne aujourd'hui, qui est derrière là-bas. Mais il est derrière, on lui fait coucou. Bientôt on fait un autre épisode ensemble. 2. Nous on fera un épisode si tu veux. T'as entendu ma petite dédicace? Ouais. Ah non, putain, j'étais à côté. Ah merde. Yes. C'est Pierre comment du coup? Ertou. On l'embrasse. On embrasse Pierre Ertou. Tu peux faire un coucou là si tu veux. Tu vas être dans le cadre. Ah t'es bien là, on te voit bien. On a bien vu. Il n'y a ni la tête ni la main. Il n'y a rien vraiment, c'est flou. Voilà, lui, il faisait du stand-up. Bon, là, ça fait 6 ans qu'il en fait. Et donc, moi, quand j'ai rencontré Pierre via la radio, parce qu'on a fait la même école, il en faisait. Et moi, ça m'avait toujours un petit peu attiré, ce truc-là. Mais je m'étais jamais vraiment posée sur le sujet. J'avais jamais rien écrit, tout ça. Et en fait, lui, il m'a un peu poussée à y aller. Après, j'ai beaucoup de gens qui me disaient « Ah, tiens, tu devrais essayer, machin, machin. » Après, j'ai remarqué, on dit beaucoup aux gens, dès qu'ils font un peu des blagues, c'est « Ah, tu devrais faire du stand-up. » C'est un peu la base. Mais c'est un truc qui m'intéressait quand même un petit peu. Et Pierre m'a un petit peu poussée. C'est lui qui m'a fait faire ma toute première scène, d'ailleurs. Donc, ouais, c'est...
il m'a pas fait découvrir ça parce que je connaissais, j'étais déjà allée dans des comedy clubs, mais par contre c'est un peu grâce à lui que j'ai osé commencer, ouais. Est-ce que t'as fait quoi? T'es allé voir du stand-up à Paris beaucoup? En fait non, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que moi je rencontre beaucoup d'humoristes qui ont vraiment grandi avec la culture de l'humour sur scène, le stand-up, tout ça. Moi pas du tout vraiment. Ouais, alors j'étais allée voir 2-3 comédie clubs parce que je sais pas, je venais d'arriver à Paris et c'était un peu le truc sympa à faire avec mes potes. On se disait bon on va aller voir et tout. Mais c'est vrai que quand je suis allée voir, je me souviens la première fois, je me suis pas dit je veux absolument faire ça. J'ai pas ce souvenir-là. Mais du coup, non, c'est venu, je pense, en rencontrant aussi des gens finalement qui faisaient du stand-up, où je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et puis au final, ça m'a vraiment plu, donc voilà quoi. Me v'là aujourd'hui. Me v'là. Ok, est-ce que c'est dur de gagner sa vie avec le stand-up pour l'instant? Moi, ça va, parce qu'en fait, je suis intermittente du spectacle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, alors ça, moi, je sais pas décrire ça déjà, je sais pas expliquer les choses de base, mais alors, ouais, c'est en des allocations en fait que tu dois faire un taux d'heures par an. 507 heures par an, et moi en fait pour avoir mon intermittence, en fait c'est en année plus 1, donc moi en fait par exemple en 2020 j'étais à la radio, j'étais payée en intermittence, donc ce qui m'a permis, en cachet d'intermittence, qui m'a permis d'avoir une année d'allocation, et derrière pour garder cette allocation il faut continuer à faire des cachets, donc moi j'ai cette sécurité là, et j'écris aussi à côté encore pour la radio. Donc en fait j'ai un peu 2 salaires, plus quand tu fais des plateaux, t'as des cachets, tout ça, des chapeaux pardon, t'es payé au chapeau de temps en temps. Donc j'arrive à m'en sortir. Ouais, moi j'ai de la chance de ce côté-là, c'est que j'ai entre guillemets l'emploi stable de la radio où j'écris toute l'année pour eux tous les jours, et puis l'intermittence. Mais effectivement, par contre, il faut continuer à garder, il faut garder cette intermittence, donc c'est pour ça que je fais un peu des plateaux à droite à gauche pour pouvoir faire des cachets, et voilà, je sais pas du tout si c'est clair mon truc. Si. Mais en tout cas, financièrement, oui, pour moi, je suis pas richissime, mais je m'en sors, quoi. Tu t'es pas mise en danger en arrêtant la radio? Non, mais je me suis permise d'arrêter la radio parce que j'avais ce statut d'intermittente et parce que je restais auteur à côté. Donc c'était pas non plus une immense prise de risque, mais c'était quand même un peu effrayant de se retrouver en fait dans un truc où t'es plus cadré du tout. Et moi j'avais peur de ça, parce que moi comme je te disais, je suis très scolaire et j'ai pas mal besoin d'être cadrée. Je fonctionne bien quand j'ai des deadlines, des trucs comme ça. Et du coup, là, je me dis, en fait, je suis livrée à moi-même. Donc, c'est-à-dire que si demain, j'ai envie de rien faire, je fais rien. Et j'avais un peu peur de ça, mais finalement, je trouve que je gère plutôt bien. Donc, je suis assez contente. C'est la première fois que t'es ton propre patron? Ouais, complètement, ouais. Okay. Même si, tu vois, la radio, c'est pas non plus le truc le plus sécurisant de la Terre. Mais ça l'était quand même plus que ça, quoi. Et du coup, donc, t'étais quand même habituée à être sous les projecteurs avec la radio, parce que maintenant, c'est filmé aussi. Ouais. Ça t'a aidé aussi pour le stand-up, tu penses? T'es plus à l'aise? Moi, là où la radio m'a aidée, je trouve que c'est pour la diction surtout, parce que du coup, je parlais tous les jours dans le micro, donc c'est vrai que j'arrive peut-être plus à dérouler mon texte. Après, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à gérer quand t'es sur scène. Ta position, la prestance scénique, le texte, le rythme, c'est beaucoup. Moi, pour le coup, j'arrivais à bien dérouler mon texte. Après, la radio, en fait, même si on est filmé, t'as pas un caméraman avec son énorme caméra qui te suit. En fait, c'est des petites caméras dans le studio que tu vois pas. Et non, pour moi, c'est hyper différent parce que, en plus, t'as pas les gens. On peut te dire, t'as 200, 300, 400 000 auditeurs. En fait, tu les vois pas. Donc, même si t'es sur scène, t'es devant 30 personnes. Moi, je trouve ça vraiment plus terrifiant. Donc, je sais pas si ça m'a vraiment aidé de ce côté-là. Je trouve que c'est vraiment 2 trucs complètement différents pour le coup. Est-ce que tu te souviens de ta première scène? Oui, très bien. Comment ça s'est passé? Alors en fait, j'ai un peu 2 premières scènes. Enfin non, j'en ai qu'une en vrai. C'est que souvent je dis que j'ai commencé le stand-up en avril 2022 parce que c'est vraiment à partir de là, après Covid, que j'ai continué. Et voilà. Ma toute première scène, c'est donc le truc dont je te parlais tout à l'heure, donc que m'a fait mon ami Pierre Ertout, C'était un tremplin, un concours qui s'appelle Article X à Nanterre. C'était dans la fac de Nanterre, où vraiment on était, je sais pas, une dizaine, 10 humoristes peut-être. On devait faire un passage de 5 minutes, et pareil, c'était un concours, il y avait une finale et tout. Et en fait, je fais ce truc-là, et c'est le public qui votait, et j'arrive en finale. Sauf qu'il n'y a pas de finale parce qu'il y a le Covid. Et donc ça, c'était en février 2020, je me souviens très bien. Sauf que du coup, ça s'arrête, et j'ai jamais repris avant avril 2022. D'accord. Donc c'est pour ça que quand on me demande vraiment quand est-ce que j'ai commencé le stand-up, tu vois, comme j'ai eu une scène avant Covid et que c'était mon tout premier truc, souvent je dis avril 2022, ouais. Mais en soi, ma toute première scène, c'est celle-ci. Ok.
Et c'était super. Ouais. J'étais pétrifiée. Mais non, c'était chouette. Les gens étaient super sympas parce que je pense que les gens savaient aussi qu'ils venaient voir des débutants. Et non, j'avais passé un super moment, je me souviens. Il y avait beaucoup de bienveillance, quoi. Ouais, vraiment. Puis c'est pas le truc, je crois, c'était pas un vote à l'applaudimètre. Ça, je trouve ça un peu hardcore, ça, c'est dur, tu vois. Ouais. Non, c'était un truc où ils votaient sur des papiers. Et j'étais vraiment étonnée d'avoir été sélectionnée. Après, j'étais trop contente, quoi. Mais bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la finale, du coup, parce que ça aurait été cool, quoi. Et tu connaissais du monde dans le public ? Je connaissais 2 personnes dans le public qui étaient venues me soutenir, 2 potes qui étaient venus me soutenir. Ouais. Ok, t'avais pas trop osé en parler Ah ouais, non, j'avais pas. Non. J'avais gardé un peu ça pour moi. Même si c'était choix du public. Ouais, non, je me suis pas du tout penchée là-dessus. Je me suis dit, vas-y, je vais faire mon truc. Moi, je venais pas pour aller gagner un concours. Ouais. Je voulais essayer. Et je pense que, comme Pierre me connaissait bien, je pense qu'il m'a fait comprendre que c'était un truc assez safe pour démarrer. Et voilà, c'était surtout ça qui m'importait. C'était pas le côté concours, tout ça. Donc, ça, j'ai 2 potes qui étaient là et c'était super. Est-ce que tu penses que t'assumerais aujourd'hui tes premières blagues que t'avais faites ce jour-là ? Ouais, je pense, parce que je sais qu'il y en a où je les reprends. Alors, elles sont écrites différemment, mais je vois très... Oui, parce que je me rappelle pas de mon sketch entier, mais je sais qu'il y a typiquement des sujets que je fais encore aujourd'hui. Alors, mieux écrit, parce que du coup, j'ai eu le temps vraiment de les travailler pendant 2 ans. Mais je pense que j'assumerais... Alors, peut-être si je regardais mon passage, je serais pas très... j'allais dire pas très fière, si, parce que c'est une première scène, donc je peux pas me cracher dessus en regardant ça. Mais oui, je serais peut-être mal à l'aise en me disant bon, c'était pas terrible, mais il faut bien démarrer. Mais ouais, je pense qu'au niveau d'assumer les blagues, tout va bien. On dit souvent que la première scène, elle se passe très bien, enfin elle peut se passer très bien, et la deuxième, elle est plus compliquée. C'était le cas ou... Du coup, comme il y a eu... Oui, enfin je veux dire... 2 ans. Ouais. Alors du coup, si tu prends la scène d'avril, non, je crois que ça allait. J'en ai eu qui se sont moins bien passés, bien sûr, mais je crois que non, la deuxième, en fait, j'ai dû la faire au même endroit, qui était au Barbès Comedy Club, à Paris. Et en fait, toutes mes scènes là-bas se sont toujours très bien passées. Donc, non, ça ne fonctionne pas pour moi. Je suis navrée. Et est-ce que tu avais déjà un public qui venait te voir, du coup, qui te suivait sur les réseaux sociaux ? Ou est-ce que c'était un autre public, c'était un public de stand-up, et du coup, qui venait te voir en tant que stand-upeuse et qui te découvrait ? C'est plus des gens qui me découvraient, parce que aujourd'hui, je partage quand je fais des comedy clubs, mais je crois qu'au début, je le faisais pas trop, parce que je me dis, en plus, tu vois... Je viens de démarrer, j'ai peur déjà et j'ai pas envie que les gens ils viennent tout de suite voir ce que je fais. Après, je vois bien quand je partage des trucs, j'ai souvent des gens qui viennent et ça me fait hyper plaisir. Mais moi, je dissocie vachement les deux parce que la plupart des gens dans une salle, ils me connaissent pas. Et c'est des gens qui viennent pas me voir moi, ils viennent voir, il y a 6 humoristes. Eux, en fait, les gens, je pense qu'ils vont voir un spectacle de stand-up. T'as d'ailleurs des comédie clubs qui ne communiquent pas sur les humoristes qui seront là. Et moi, ça, je trouve ça super. Et j'essaye justement... pour moi, en fait, les réseaux et la scène, c'est vraiment... Je les dissocie à fond. C'est pas parce que je suis suivie sur les réseaux et que je fais des vidéos, tout ça, que j'ai de l'avance par rapport aux autres sur scène. Je trouve au contraire, moi, je suis arrivée en 2022. Oui, j'avais peut-être déjà des abonnés, mais par contre, je démarrais vraiment. Pour moi, c'est 2 exercices vraiment différents. Et pour moi, je suis vraiment partie de zéro quand j'ai commencé la scène. Et de quoi tu aimes parler ? Alors, tu nous as dit déjà que tu avais de l'inspiration sur un peu tout ce qui t'arrivait dans ta vie. Est-ce que tu as des thèmes de prédilection quand même ? Est-ce que tu vas dans le trash ? Est-ce que tu vas dans la bienveillance ? Alors moi, je ne vais pas du tout dans le trash. Je pense que si quelqu'un voyait un peu ce que je fais sur les réseaux et que je lui disais je fais du trash sur scène, il se dirait... À la fois, ça pourrait être intéressant. Ouais. Non, bienveillance, c'est un bon mot que tu as utilisé. Moi, ce que je dis souvent, c'est beaucoup d'autodérision. Je parle souvent de la sensibilité, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me définit, donc je trouve ça intéressant d'en parler. J'aime bien parler de sujets et me moquer de moi pour que les gens se reconnaissent, mais pas me moquer d'eux directement. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Je préfère vraiment rire d'une situation qui m'est arrivée, qui a pu arriver absolument à tout le monde, et ensuite que ça parle aux gens sans qu'ils soient blessés, parce que en fait, je pense que je serais pas à l'aise à prendre quelqu'un à partie et me foutre de sa gueule. Tu vois, il y en a qui le font très bien et c'est bien reçu. Moi, je serais pas trop à l'aise avec ça. Okay. Donc c'est ma petite technique, voilà. Outre le fait de se foutre de la gueule de quelqu'un, est-ce que tu arrives facilement à faire des interactions avec le public ou c'est quelque chose qui est encore un peu compliqué ? Moi, j'en fais pas. Mais j'essaye même pas. En fait, c'est un truc qui me... Je sais pas, ça m'intéresse pas trop. Oui, mais des fois, je pense que t'es obligé. Parce des fois, je suis obligée. Il doit y avoir des relous ou des gens qui ont envie de participer. Comment tu gères ça ? Tu leur dis chut. Alors, moi, ça va, j'ai jamais eu trop ce truc où quelqu'un s'est mis vraiment à parler. Mais je me dis souvent, si ça m'arrive...
ça risque de faire un moment très gênant parce que je vais pas être à l'aise, tu vois. Moi, je vois, j'ai des potes ils ont une répartie exceptionnelle où ils arrivent à faire un moment drôle à quelqu'un qui fait chier tout le monde et ils arrivent à le casser sans être méchants. Enfin, c'est très fort. Moi, j'ai jamais été confrontée vraiment à ça. J'espère que ça donnera pas des idées aux gens, mais non, je fais pas du tout d'interaction. C'est pas que ça m'intéresse pas, en fait, je dis ça, c'est pas vrai. C'est que j'écris de manière, enfin, il y a plein de gens qui laissent vraiment, tu vois, on leur dit t'as 15 minutes, ils ont 10 minutes de texte, et ils se laissent 5 minutes, ils se disent je vais voir avec le public. Ça, moi, ça me fascine, je sais pas comment ils font, parce que je suis une stressée du timing, du machin. Mais je pense qu'il faudrait que j'essaye un jour, un petit peu, tu vois, moi, ça m'arrive d'interagir avec le public, mais c'est que je pose vraiment une question à tout le monde. Oui. Okay. Et la question, tout le monde dit oui. Genre, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des frères et sœurs ? Oui, bon bah voilà. Mais tu prends pas trop de risques, quoi. Vraiment, non, ça va. Ok. Comment tu gères ton track, si tu as le track, avant de monter sur scène ? J'ai le track avant de monter sur scène déjà. Ouais. Alors moi, mon truc, c'est d'avoir la pâteuse. J'ai vraiment la pâteuse, c'est l'enfer. Donc je bois, mais en fait, ça ne sert à rien. C'est fascinant, ça, hein. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ça ne passe pas. Donc écoute, je fais avec. Ok. Et voilà, enfin après, sinon comment je gère ? Bah écoute, de plus en plus, alors au début c'était vraiment difficile parce que j'avais peur de bider et peur d'oublier mon texte. C'est vraiment un truc, parce que quand tu oublies ton texte, je trouve que du coup t'es plus dans ta zone de confort. Enfin déjà c'est déjà pas trop une zone de confort. C'est déjà pas une zone de confort, mais t'es sur des rails, quoi. Voilà, t'es plus dans le contrôle en fait. Moi j'ai toujours besoin, je pense que t'as cerné le personnage, j'ai toujours besoin d'être dans le contrôle, et quand tu oublies ton texte, t'es là... Tu vois, tu sais plus quoi faire, et moi c'est quelque chose qui m'angoisse. Et plus ça va, parce que du coup j'ai fait tellement de scènes maintenant, et encore il y en a qui en font beaucoup plus que moi, mais plus j'en fais, plus je me dis, et au pire c'est pas grave. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et même en fait, les gens quand ils voient que tu galères un peu, ils t'envoient de la force, ils t'applaudissent, et puis après tu retrouves tes idées. À la limite, tu regardes ton téléphone et tu t'en sors, quoi. Mais il y a rien de grave. Donc c'est ce que j'essaye de me dire souvent. J'essaye de relativiser, prendre du recul sur la situation. Je ne fais que des blagues. C'est pas très grave si j'oublie mon texte ou si je bide. On s'en fout. Puis tout le monde aura oublié le lendemain, quoi. Ouais. J'espère. Tu préfères quoi ? Écrire, poster des vidéos sur les réseaux ou faire du stand-up ? Waouh. Là, je dois en donner qu'un. Ouais. Bah écoute, j'irais faire du stand-up, je pense. Ok. J'adore écrire, vraiment. Je trouve ça trop bien. Hein, tout le temps des inspi, des machins. En plus, tu peux écrire pour plein de trucs différents. Mais en fait, le fait de parler aux gens, finalement, c'est trop bien. Et ouais, je crois que si vraiment je devais choisir qu'un seul truc, ce serait ça. Et les vidéos, j'adore faire ça. Mais ça n'a jamais été mon but dans la vie d'être, par exemple, Instagrammeuse, TikTokeuse. Tous ces mots-là, ils me font un petit peu peur. Moi, en fait, je voulais juste m'amuser. Ça me fait une vitrine, c'est trop chouette. Et je trouve ça trop bien parce que je peux interagir avec plein de gens, c'est super cool. Mais ouais, il y a des gens, par exemple, ils sont vraiment vidéastes et c'est leur métier. Ils font que ça. Moi, c'était pas du tout l'ambition que j'avais. Et donc, non, je pense que ouais, la scène, c'est vraiment le truc numéro 1 aujourd'hui. Mais bon, après, dissocier l'écriture du stand-up, c'est compliqué. Est-ce que tu as déjà travaillé avec quelqu'un pour écrire un texte ? Oui. Et ça, pour le coup, déjà, j'ai pas honte de le dire parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Et je pense que c'est important quand on peut, parce que ce que je dis souvent, c'est que au bout d'un moment, quand tu travailles tout seul, tu n'as plus aucun recul sur ton texte. Donc déjà, t'as le nez tout le temps dedans, et à la fin, tu dis, c'est même plus drôle et tout. Et en fait, il suffit, tu montres ton texte à quelqu'un, il va dire, là, je rajouterai ça, là, j'enlèverai ça. Et en fait, ça te libère d'un poids, et en fait, t'as un regard extérieur, en fait. Parce que si t'as jamais de retour aussi sur ton truc, parce que oui, t'as le retour du public, mais tu prends quelqu'un qui est un peu dans le milieu, qui va te dire, là, je mettrai plus ça, en fait, ça aide vraiment. Tout comme moi aussi, ça m'arrive aussi de filer un coup de main à des potes, tu vois, c'est un peu donnant-donnant. Et ouais, moi, du coup, je travaille avec des gens, et c'est vraiment bien. On va passer à une petite séquence qui s'appelle les choix difficiles. D'accord. Pour arriver où t'en es aujourd'hui, t'as fait des choix. Ouais. Et là, je vais te donner des choix à faire qui sont difficiles. Voilà. Très bien. Je trouve que le nom de la séquence est plutôt bien trouvé, du coup. Écoute, c'est très clair. Ouais. Je m'y retrouve. Tu préfères jouer sur des scènes ouvertes ou à guichet fermé ? Je serais tentée par te dire guichet fermé, parce qu'il y a un peu ce truc de sécurité, entre guillemets, où les gens viennent pour toi, mais à la fois, c'est une autre source de stress, parce que ils viennent pour toi, donc il faut que tu sois drôle. Scène ouverte, ça fait très peur parce qu'ils viennent pas pour toi, donc t'as ce risque de pas plaire, mais du coup, quand tu plais, c'est génial. Donc là, je te complique vraiment le choix. Écoute, on va dire scène ouverte, puisque pour l'instant, j'ai pas trop le choix. T'es plutôt Jérémy Ferrari ou Renaud Twingo ?
Très drôle. Tu sais que je j'ai pas vraiment d'avis sur Jérémy Ferrari. je regarde pas trop ce qu'il fait. Mais t'as peut-être un avis sur les Renault Twingo. Bah, pas tant. Non. Je vais dire Jérémy Ferrari parce que je sais qu'il maîtrise très bien ce qu'il fait. En tout cas, Ouais. Si, j'ai déjà vu des trucs qui m'a fait rire. Allez, Ok. Jérém. Ça aurait été vachement dur pour lui que tu choisisses Que je choisisse la une bagnole. voiture. Oui, c'est vrai. Si t'es obligé de faire une imitation, tu choisis qui ou quoi? Là, c'est moi qui choisis. Ouais. Bah, c'est simple, c'est Chantal là-dessous. Je pense que tu t'attendais à cette réponse. Peut-être, ouais. Faut que je la fasse Du coup. Salut la compagnie, c'est Chantal là-dessous. Voilà, c'est ma seule imitation. Et je suis même pas sûre que je la fasse si bien que ça. Je pense qu'il suffit juste de prendre une vieille voix de clopeuse et voilà. À la télé, tu préfères regarder Faites entrer l'accusé ou LOL qui ressort? Ah, j'adore les deux. Non, LOL qui ressort quand même. Ok. Je pense que j'aime bien, c'est vraiment marrant. Si tu devais aller en prison, Ouais. tu préférais avoir fait quelque chose de grave ou que ce soit une erreur judiciaire? Je préférais avoir fait quelque chose de grave. Ouais. Voilà, je veux vraiment pas faire quelque chose de mal dans la vie, mais quelle frustration d'être enfermé à cause d'une erreur judiciaire. Je pense que c'est un coup à vraiment perdre la boule et je pense que je le vivrais extrêmement mal. Tu serais pas du genre à essayer de te battre pour faire entendre ta... Bah si, mais en fait, il y a tellement d'histoires où les mecs ou les meufs, ils avaient rien fait et en fait, ils sont restés 25 ans en tôle et après, ils sortent et ils sont là, bon bah, j'ai 50 ans quoi. Et alors que je me dis quelque chose de grave, bah en fait, c'est ta faute et du coup, bah tant pis quoi. T'as une idée un peu sur... De ce que je pourrais faire. Ouais. Alors, j'ai vraiment pas envie de tuer des gens, donc ce que je vais faire, c'est que je vais braquer une banque. Ouais, c'est pas mal ça. Casa des Papel, tout ça. Pas mal. Ah, on n'a pas encore parlé de ton hypermnésie, Ouais. mais tu préfères rester hypermnésique ou devenir hyperamnésique? Alors, rester hypermnésique. Ouais. En vrai, c'est pas si mal. Hein. Ok. Tu vois, je suis allée en parler, j'ai hésité un peu, ils m'ont invité à France 2 pour en parler. Et j'aime pas trop m'épancher, tu vois, sur des trucs comme ça, mais je trouve ça intéressant et c'est un peu chiant des fois, mais c'est quand même très pratique. Tu vois, typiquement, je pense que ça m'aide quand il faut que j'apprenne mes textes. Donc non, je garde ça avec grand plaisir. Ok, c'est pas handicapant. Non. J'en suis pas là, moi, en tout cas. Je pense que ça peut l'être pour certains, mais moi, non. Tu préfères être connu de ton vivant et oublié quand tu meurs ou ne pas être connu de ton vivant et connu quand tu es morte? Quand tu dis ne pas être connu de ton vivant, c'est donc j'ai quand même des amis et une famille et Oui, tu parles de célébrité. De notoriété, de fame. Et quand tu dis oublier quand t'es morte, c'est par tout le monde. Malheureusement. Moi, c'est vraiment, j'ai une grosse peur de l'oubli, donc on va prendre la deuxième option. Ok. Oui, non, je préfère pas être connue. Et bon, bah pourquoi pas après, quoi. Être immortel ensuite. Voilà. Mais pourquoi être connu quand tu meurs? Après, bah, surprise, mais on verra. Mais oui, je préfère ça quand même. Est-ce que tu es heureuse d'être née à ton époque et sinon, est-ce que tu aurais préféré être née avant ou après? Alors, pas après, je pense, parce que là, à mon avis, Pas ouf. je pense que on se plaint tous plus ou moins de notre époque, en fait. Enfin, j'ai l'impression tout le monde dit c'était mieux avant, c'était machin. Mais en fait, comme tout le monde dit ça, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque époque. Je pense que notre époque, ça avance bien sur les idées, machin et tout. Après, il y a des trucs... je saurais pas te dire. Non, non, je pense... Comme je sais pas trop comment c'était avant, jouer la carte de la sécurité et rester dans cette époque. Après, il y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs qui sont bien. Ok. Voilà, désolé, c'est pas... Non, c'est très bien. Faut dire que c'est des questions qui sont pas évidentes. C'est vrai que c'est un choix difficile. C'est un choix Finalement. difficile. Et j'en ai un dernier, Ouais. très difficile. Tu préférais être réincarné en lunettes de toilette ou en punching ball? Ah merde. Difficile. Non, je vais dire punching ball parce que j'ai vraiment peur des microbes type gastro-entérite. Donc vraiment, la lunette de toilette, bah, je passe mon tour. Bon, bah après, je vais me faire tabasser, mais tant pis, quoi. Pour tout le reste de ta vie. Voilà, Ok, bon, ça marche. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu des questions difficiles. au plaisir. On a évoqué ton hypermnésie. Est-ce que tu peux en parler pour les gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est? Bah écoute, c'est le fait, entre grosses guillemets, d'avoir une mémoire qui fonctionne mieux que la moyenne, on va dire. Donc moi, je m'auto-proclame pas. Alors c'est ça, en fait, il y a un truc qui est pas mal dans notre époque, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aussi, des fois, qu'il y a beaucoup d'étiquettes qui sont mises sur beaucoup de choses. Moi, on m'a dit ça un jour, je fais bon, ok, pourquoi pas. Et du coup, je me reconnaissais vachement dans ce que c'était au final. C'est une professionnelle qui m'a dit ça, c'est pas TikTok ou quoi que ce soit. Et ouais, en fait, c'est le fait de retenir beaucoup de choses. Après, il y a
plusieurs types. Apparemment, il y a des gens aussi, mais ça, il y en a très peu dans le monde, qui retiennent tous les jours de leur vie. Ça a l'air absolument horrible. Oui, ça, tu fais pas ça. Ah non, pas du tout. Pas. Ah Ok. non, pas du tout. Non, moi, ça va plus être des détails autobiographiques, des trucs, telle date j'étais là, tel jour j'étais habillée comme ça, mais ça marche pas non plus pour tous les jours. Et moi, mon truc, c'est les chiffres et les dates de naissance en particulier. J'ai un espèce de truc, je ne sais pas comment je fais, mais quand on me dit une date de naissance, je la retiens. Et ça ne me sert à rien. Mais ça fait rire les gens. Donc, Ok. Tu penses qu'il y a des... Enfin, ça s'appelle hypermnésique, mais est-ce que tu penses qu'il y a des niveaux, du coup ? Il y a peut-être un moyen mnésique, il y a peut-être un pas mnésique. Tu dis qu'il y a des gens qui se souviennent de tous les jours de leur vie. ouais. Ou peut-être que ça, c'est hypermnésique. Bon, ça, c'est... Ouais, peut-être c'est hypermnésique total ou un truc où je suis pas sûre du tout. Vraiment, je suis pas spécialiste en la matière. Mais ouais, il doit y avoir plusieurs niveaux. Après, Ouais. Niveau 4. T'es peut-être niveau 4, moi je suis niveau 2, 3, je pense. Je suis pas non plus une super héroïne de la mémoire. Mais après, c'est vrai que, en fait, moi j'ai toujours vécu comme ça, donc je peux pas trop me comparer avec les autres. Mais ouais, globalement, c'est marrant parce que quand j'explique ça aux gens, ils me disent ah, moi c'est l'inverse, j'ai aucune mémoire. Et en fait, non, c'est juste toi, t'as une mémoire normale. Et en fait, la mémoire est censée effacer des choses au fur et à mesure. Là où moi, en fait, ça le fait pas trop. En gros, c'est un peu ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais j'essaye de pas trop focus là-dessus non plus. Et de me dire, bon, bah écoute, c'est comme ça. Et vaut mieux en faire une force. Ça peut vraiment servir, tu vois, de temps en temps. Et oui, il y a des côtés un peu plus chiants, mais t'apprends à vivre avec. Et puis voilà, tout va bien. Il y a vraiment des choses plus graves dans la vie. T'en parles dans tes sketchs un peu ? Ouais, j'ai écrit un petit passage dessus. Mais vraiment où je le tourne encore une fois, tu vois, c'est un sujet que je vais tourner un peu à la dérision. J'explique un peu ce que c'est, je fais des blagues dessus. J'en fais pas 20 minutes, tu vois, un petit 3-4 minutes dessus et ça me permet de faire des transitions sur autre chose et voilà. Ok. Pourquoi tu fais ce métier selon toi ? C'est une excellente question. Déjà, merci à toi. Merci. Pourquoi je fais ce métier ? Beaucoup disent toujours qu'il y a un espèce de truc à combler chez les artistes ou tu vois, un problème de confiance en soi, machin. Alors, je pense que oui, moi, j'ai pas non plus une ultime confiance en moi, mais ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Moi, en fait, j'ai découvert avec la scène un moyen d'être entendue et d'être écoutée. C'est vrai que les gens qui me connaissent que via les réseaux, ils se disent que je suis extravertie, que je suis machin, parce qu'en fait, je contrôle complètement mon image sur les réseaux sociaux. Alors après, ça reste moi, hein, quand je fais des vidéos, c'est moi, je joue pas vraiment un rôle. Mais sur scène, je trouve ça très différent, parce que je suis vraiment seule face aux gens. Et en fait, on peut raconter tout ce qu'on veut sur scène, je trouve. Et moi, ça m'a vraiment aidée aussi, du coup, à oser parler de certains sujets. Quand je dis oser parler, c'est pas non plus des sujets hyper dark, mais tu vois, je te parlais de sensibilité tout à l'heure. Moi, je viens pas d'une famille où, par exemple, on exprime beaucoup ses sentiments. Donc, j'ai jamais exposé à mes parents le truc de je suis vraiment très, très sensible, je vis les choses comme ça, machin. J'ai vraiment gardé ça pour moi. Et plus ça allait, plus je me suis rendu compte que bon, c'est intéressant d'en parler aussi. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Donc, tu vois, il y a un peu ce truc où tu peux parler de ce que tu veux, tu peux le tourner comme tu veux. Et en fait, c'est ça, je trouve que faire passer des messages en rigolant, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Je trouve ça trop agréable. Mais il y a peut-être aussi un problème d'ego à régler, hein, ça, je sais pas. Parce que pour se foutre devant une scène, devant parfois des centaines de personnes, il y a peut-être un truc qui cloche. Mais tu sais, il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont eu, malheureusement, pas une enfance un peu difficile, des trucs, et eux, ça les a vraiment sortis de ça. Moi, j'ai pas eu trop de... Enfin, je dis souvent, j'ai de la chance, j'ai pas eu trop de problèmes dans la vie. Donc, je pense pas que ce soit une raison pour moi de faire tout ça, mais ouais, le côté vraiment pouvoir aborder les sujets qu'on veut, pouvoir parler aux gens. Moi, j'aime bien les gens, j'aime bien rencontrer les gens, tout ça, donc je trouve ça trop chouette, quoi. C'était une très bonne réponse. Bah, top. Est-ce que tu as tendance à être dur avec toi-même après un passage ? Ouais. Ouais, t'es rarement satisfait ? En fait, c'est encore un peu mon problème. Je pense que c'est peut-être le cas de pas mal de gens, c'est que je vais me conditionner beaucoup au rire du public. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir un public qui va pas trop rire, mais ça va pas être que sur toi, ça va être sur tout le monde. Je sais pas, peut-être qu'ils sont pas très chauds, machin. Peut-être qu'ils aiment pas trop l'humour que tu fais. Quand c'est le cas de tout le monde, je me dis bon, il y a pas que moi. Mais quand c'est un truc où il y a que toi, et encore, où t'as un peu moins de rire, je parle pas d'un four monumental, hein. Il y a un peu moins de rire que les autres, bah là, bon, tu prends un petit coup, tu dis bon, merde, je suis pas drôle et tout, machin. Moi, ça m'arrive effectivement de tout remettre en question après un passage. Là où derrière, si le lendemain, je fais un passage qui cartonne, je vais me dire, ah bah génial, en fait, trop bien, tu vois. Donc, j'ai un peu ce souci où je me conditionne un peu sur le rire des gens. Mais ouais, je pense, je suis un peu dure avec moi-même. Tu vois, là, j'ai fait mon premier 30 minutes il y a pas très longtemps.
Ça s'est bien passé, les gens ils ont rigolé, ils étaient très attentifs, mais comme ils ont un peu moins rigolé que pour les autres, bah j'étais là, c'était pas bien, tu vois, enfin c'est puéril au possible. Mais en même temps c'est pas facile de se confronter comme ça, puis comme c'était un premier 30, j'étais très concentrée dans mon texte, il y a plusieurs choses que je testais pour la première fois, donc j'étais plus concentrée sur essayer de me rappeler l'ordre des trucs que sur ma posture, sur mon rythme et tout. Donc j'étais pas hyper satisfaite de mon passage. Et je me suis aussi remise en cause, je dis, c'est pas que la faute de... par exemple, la salle était très éclairée. Moi, je suis pas très à l'aise quand c'est ça, mais je peux pas dire que c'est de la faute de la salle, tu vois. Oui. Tout comme les gens, ils ont un peu moins rigolé, mais ils étaient quand même super, donc je peux pas dire, c'est le public. C'est rarement la faute du public, en vrai. Je pense que des fois, on se rassure un peu en se disant, le public était pas top. Non. Après, si personne ne fonctionne dans la soirée, effectivement, peut-être que le public était vraiment pas chaud. Mais ouais, c'est beaucoup de remise en question. Donc non, oui, globalement, toute cette immense phrase pour te dire que oui, je suis assez dure avec moi-même quand même. Ok. Et après des passages, ça t'arrive de te re-regarder en vidéo pour rebosser pour, il faudrait que je le fasse. Ouais. Mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Je sais que souvent, les gens avec qui je fais des scènes s'enregistrent. Donc au dictaphone, c'est même pas du coup de la vidéo. Alors moi, je m'enregistre pas parce que comme je retiens, je sais où ça a rigolé, je sais où j'ai bafouillé, machin. Ça va, mais en fait, il faudrait que je m'enregistre parce que si je bosse après 15 jours après, effectivement, je vais pas forcément me souvenir de ce qui a marché ou pas pendant mon truc. Vidéo, j'ai beaucoup de mal, par contre. Mais ça, je pense que c'est vraiment global. Personne va regarder une vidéo de son passage et se dire quel beau gosse. Enfin, peut-être que si, tu vois, mais c'est vraiment dur, je trouve, de se regarder. C'est comme quand je me réécoutais à la radio. C'est pas facile, C'était l'impression d'être une potiche, là. Moi, j'étais... c'est un regard sur toi-même, c'est pas facile, quoi. Mais il faut le faire, il faut. Il n'y a pas de voie royale, machin, mais ouais, je crois que c'est conseillé quand même pour progresser. Il n'y a rien de tel, quoi. Ok, du coup, tu doutes un petit peu des fois. Et c'est humain, c'est normal. Oui, beaucoup même. Mais à la fois, je pense que c'est compliqué de pas douter quand tu fais ce métier-là. Comme beaucoup de métiers, mais tu peux pas... Peut-être qu'il y a des gens très sûrs d'eux qui sont là, je suis le roi, la reine, machin, et j'y vais. Et peut-être que ça marche. Et franchement, tant mieux pour eux, parce que c'est un peu chiant de douter tout le temps. Et puis, il y a une part d'inconnu aussi, quand même. Une bonne blague qui marche un soir, tu as l'impression de leur dire de la même façon, et ça marche pas. C'est ça, en fait, c'est ça qui est trop dur. C'est là où tu remets tout en question. Parce que si elle marche pas le premier soir, tu dis, c'est une vanne de merde, sauf que c'était la première fois que tu la testais, donc il faut que tu le refasses derrière. Mais si au bout de 3, 4, 5 fois, tu te là, a priori, la vanne n'est pas ouf. Mais c'est vrai que si le lendemain, elle cartonne et que le surlendemain, bof, tu sais pas trop quoi faire, quoi. Après, c'est des manières de tourner les choses. Parce que je parlais du public qui peut des fois ne pas être très chaud, mais des fois, il y a des publics où ils sont en feu, et même tu dis des trucs pas ouf, ils sont à fond, tu vois. Donc, c'est pas forcément non plus un très bon indicateur, quoi. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce que tu dis. C'est important de s'enregistrer plusieurs fois sur plusieurs scènes pour vraiment faire un comparatif. Ok. Donc là, t'as fait un 30 minutes, du coup, récemment. Ouais. Et t'es en train d'écrire un 1 heure ? Ouais, en fait, je pense que sur mon document, il y a 1 heure. Mais là, j'ai donc vraiment testé 30 minutes. Enfin, j'ai pas testé 30 minutes, il y avait des trucs que j'avais déjà fait. Mais là, je commence de plus en plus à tester. J'avais un peu cette peur du test. En fait, quand tu sais que t'as un 10 minutes, 15 minutes qui marche très bien, des fois, tu dis, pourquoi tester ? Là, j'ai envie de me faire plaisir avec le public, tout ça. Et en fait, moi, j'ai beaucoup fait ça. Et là, ça y est, je commence enfin à rentrer dans une phase où, je teste des nouveaux trucs. Et en fait, ça se passe bien. Ça me stresse la première fois, et après, ça va. Et donc, le but, c'est d'arriver à la fin à faire mon heure assez rapidement. Ok. Tu t'es mis un objectif, une date, quelque chose ? J'ai pas de date précise, mais j'aimerais vraiment bien commencer cette année, en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être après l'été, je sais pas trop. Okay. Mais je vais essayer de tu vois, c'est là où je te dis qu'en fait, si quelqu'un me disait, tiens, tu commences le 15 septembre, au moins j'ai une deadline, tu vois. Là, j'en ai pas, donc il faut vraiment que j'ai qu'à me dire à moi-même, commence le 15, mais bon, tu sais qu'elle est pas fixée la date, donc c'est un peu dur. Mais je vais vraiment essayer, parce que là, j'ai envie aussi de jouer mon heure, mais c'est un gros saut dans le vide. Ouais. Ça fait peur, quoi. Tu m'étonnes, 1 heure, c'est long. Ouais, puis là, a priori, les gens viennent pour toi. Pas forcément non plus, si tu joues quand c'est un comedy club qui t'organise ton heure, tout ça, mais c'est-à-dire que si ça marche pas, t'as pas 3 ou 4 autres humoristes derrière qui viennent te sauver le cul, quoi. Là, t'es tout seul, donc... Et puis si ça marche pas dès le début, ça fait une heure très très longue. Et je pense que ça m'arrivera, en vrai. Parce que même Je ne te le souhaite pas.
Merci, c'est gentil. Mais je me dis, même si les gens ils viennent pour moi, bah peut-être qu'ils vont pas accrocher. Hein, franchement, peut-être qu'on est déjà. Alors moi, j'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être qu'on est déjà allés tous voir un spectacle en me disant j'adore ce mec, j'adore cette meuf. Tu vas le voir, t'es en mode ah finalement, je sais pas, ça doit arriver. Donc bon, le problème c'est que si ça arrive sur la salle entière, c'est pas de chance. Mais de toute façon, dans tous les cas, ce sera une énorme pression. T'es tout seul sur scène. Bon bah. Mais bon, une fois que je l'aurai fait une fois, après, ce sera peut-être mieux. Bah oui. Voilà. Comme tout. Comme tout. Est-ce que tu sens que le fait que tu aies beaucoup de vues sur Internet, beaucoup d'abonnés, ça peut t'ouvrir plus facilement des portes, d'avoir plutôt une crédibilité, parce que les gens ils se disent des salles peuvent se dire je vais remplir avec Anna. Bah malheureusement je pense. Ouais. Et en fait, tu prends ça comme un problème ou... Bah je peux pas m'en plaindre. Hein. En tout cas, je vais pas dire j'ai trop d'abonnés. C'est horrible. Non, en fait, non, ce qui m'embête un peu, c'est que justement, j'ai pas envie qu'on me considère que par ça, parce que pour moi, comme je te disais, c'est deux trucs hyper différents. Et tu peux avoir 200 000 sur Instagram, mais être complètement débutant sur scène. Et moi, ça a été mon cas à un moment, donc j'avais aussi cette pression de me dire, bon, peut-être que les gens, ils s'attendent à quelque chose et ils vont se dire, en fait, elle est pas drôle, cette meuf, tu vois. Bah oui, parce que c'est ma première scène, donc forcément, en fait, je pars de zéro, comme les autres quand ils ont commencé aussi le stand-up. Donc moi, j'ai pas envie qu'on... On avait ces discussions avec des potes hier justement. J'ai pas envie qu'on me considère juste par ça. Et j'ai pas envie qu'on m'appelle juste parce que ça fait vitrine, elle va faire de la pub, elle va nous aider à remplir. Mais ça fait partie du jeu. Et je peux vraiment pas m'en plaindre parce que je sais que le jour où je devrais remplir mon spectacle, je pense que ça va me filer un vrai coup de pouce. Ouais. Donc, tu vois, il y a un peu de trucs où je sais que j'ai beaucoup de chance et c'est super. Mais faut les dissocier un petit peu. Et à la fois, c'est compliqué les dissocier parce que, voilà. Et puis, c'est pas forcément un public de stand-up aussi que tu as en abonné. Bah voilà, c'est ça. Ok. Donc, est-ce qu'ils vont aimer aussi ce que je vais faire ? Enfin, tu vois, ça revient un peu toujours à ce truc-là. Donc, à voir. Mais ouais, non, c'est pas... Je pense que c'est quand même plus positif que négatif, bien sûr, de partir avec ça... de côté, mais c'est vrai que moi ça peut aussi me foutre un peu la pression, tu vois, par exemple quand ça arrive qu'ils fassent donc le line-up du Comedy Club et qu'ils se disent il y aura Anna Godefroy, ils me mettent en plus gros. Moi déjà ça m'embête un peu parce qu'en fait on vient tous faire la même durée, on vient tous faire le même job en fait, donc pour moi il y a pas de... Enfin tu vois, on est tous à part égale et je trouve que du coup ça me fout une pression supplémentaire. Parce que peut-être que les gens, ils s'attendent à quelque chose et derrière, si ça leur convient pas, ils vont se dire, pas ouf, j'ai préféré les autres. Et super, ça arrive, tu vois. Mais du coup, il y a une sorte de petite pression, mais voilà, c'est encore un faux problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que ça a été facile d'accepter de ne pas pouvoir plaire à tout le monde ? Non. En vrai, tu sais, c'est un peu le truc où tu vas avoir 100 commentaires positifs, un négatif. Tu vas regarder le négatif et tu vas avoir les boules. Et toi, le problème, c'est en plus que tu vas t'en souvenir, vu que t'es hypermnésique. Tu vas t'en souvenir longtemps de ce commentaire négatif. C'est ça, bien sûr. Mais pour le coup, là, ça m'a aidé. En fait, j'y suis confrontée avec les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai des trucs négatifs, je m'en fous, tant pis. Donc je pense sur scène, écoute, oui, ça arrive. Des fois, je joue... Admettons, il y a, 30 personnes dans la salle, j'en vois 20 qui rigolent, mais je vois un gars qui est comme ça. C'est vrai que t'es un peu focus sur... Ouais, vraiment. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un ou une femme, peu importe, mais oui, il y a toujours une personne qui est comme ça, qui fait pas d'effort, et c'est cette personne qui va te dire à la fin, super soirée, merci à tous. Je pense qu'il rigole vraiment à l'intérieur, quoi. Ouais, mais toi, t'es là, et tu t'essayes d'éviter son regard et tout, parce que c'est dur, en vrai, t'as l'impression qu'il est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Donc, je sais même plus ce que c'était la question. Oui, d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Non, c'est pas facile, c'est sûr. Après, c'est logique. Enfin, il y a, je pense, 0 artiste sur Terre qui fait l'unanimité. Et c'est normal. Donc, ça va pas être moi. Hein. Je vous le dis tout de suite. Exclu. Voilà. Est-ce que tu as un peu des haters, du coup ? Oui, mais pas tant que ça. Ouais, ça en va. fait, je trouve que haters, c'est un peu... pour moi, quand j'imagine un hater, c'est plus un mec qui va t'insulter. Ça m'est déjà arrivé, mais vraiment, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Tu vois, quand je vois un commentaire qui écrit « pas drôle » sous ma vidéo, est-ce que c'est un hater ? C'est un gentil hater. C'est un peu un rageux, quoi. J'en ai, mais en vrai ça va, tu vois. Okay. C'est très lisse, hein, tout ça. J'ai pas de...
Ouais, de temps en temps, il y a des beaufs qui me mettent que je suis pas drôle ou que je suis moche et je m'en fous. Enfin, tu vois, je suis pas là pour ça, donc je m'en fous. Non, j'ai eu une fois, une meuf qui m'a envoyé des trucs un peu chauds, un peu menace, quoi, tu vois. Donc j'étais pas très à l'aise. Ok. Mais en vrai, c'est un compte, t'as pas de photos, t'as pas de trucs, il y a des fautes d'orthographe. Tu te dis, bon, on connaît pas mon adresse a priori, donc. A priori. On sait jamais, hein, mais bon, ça fait un moment que j'ai pas eu de nouvelles, donc non, ça va. Elle prépare son coup. Voilà. Et je pense que j'ai pas trop de haters parce que j'ai pas un humour extrêmement clivant non plus, tu vois. Ouais, ok. J'aborde pas non plus des sujets. Tu parles pas trop politique. Non, et je ne parle pas de politique parce que je ne m'y connais pas assez. Et je pense que c'est vraiment un sujet, si tu veux en parler, c'est qu'il faut que tu le maîtrises. Et vraiment, moi, j'ai pas du tout cette prétention-là. Donc, tu vois, et j'ai des. En fait, je pense que comme tout le monde, j'ai des convictions, mais aussi, moi. Ce que je dis souvent, c'est que c'est des sujets que j'ai pas envie non plus d'aborder parce que je pense qu'il y a énormément déjà de choses là-dessus sur les réseaux sociaux. Tu vois, on est un peu envahi d'infos tout le temps. Ça peut être assez anxiogène. Et moi, si mon compte, il peut rester humoristique et juste détendre l'atmosphère, tu vois, ça me va. Et il y en a qui peuvent se dire, c'est lâche parce que t'as 200 000 abonnés, tu pourrais faire changer les choses, machin. Ouais, mais je pense qu'on a besoin aussi un peu de souffler. Et comme il y a vraiment tous ces sujets-là, je les maîtrise pas trop. Je préfère vraiment pas prendre la parole puisque quoi que je fasse, je pense que je me ferai défoncer. Donc je vais rester sur mes blagues et mes imitations de Chantal là-dessous et ça se passera bien. C'est plus ça. Est-ce que tu sens que tu progresses en stand-up et comment tu t'en rends compte ? Oui, je sens que je progresse parce que notamment sur le déroulé de mon texte, sur mon aisance, tu vois, avant j'étais un peu bloquée, je pensais à mon texte, machin, et là je le connais tellement par cœur maintenant que je peux vraiment me concentrer sur ma posture. Donc ça, je le vois comme ça, et je le vois aussi parce que j'ai de la chance, j'ai beaucoup de mes proches et de mes amis qui viennent me voir, et ça arrive, tu vois, qu'ils viennent un jour et ils reviennent 6 mois plus tard, et ils vont me dire c'est le jour et la nuit, tu vois. Bon, ça, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal forcément à m'en rendre compte directement, mais tu mets ça plus le ressenti que j'ai moi-même en me disant tiens là je me suis sentie plus à l'aise. Ouais, je sens que je progresse, ouais, et c'est cool parce que tu dis je fais pas ça pour rien. Ok. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu peux me donner une personne qui t'inspire dans le stand-up ? Ouais, dans le stand-up pur ou dans l'humour en général ? Ah bah l'humour, si tu préfères. Bah, en fait, moi, je donne souvent la même personne qui est Alison Wheeler parce que c'est via elle que j'ai démarré, en tout cas, la radio. Enfin, via elle indirectement parce que je la connaissais pas. Mais c'est-à-dire que j'ai découvert le billet d'humeur, tout ça, cet exercice-là, grâce à elle. Et en fait, moi, je voulais, comme je te disais, faire du cinéma, faire des blagues, machin. Et je la suivais à l'époque sur YouTube, elle faisait Studio Bagel, je crois, elle faisait même avant ça les vidéos avec mademoiselle.com, donc ça fait vraiment un moment que je suis cette fille. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle faisait de la radio à France Inter, je me suis dit, ah mais ça se trouve, en fait, la radio, c'est un moyen aussi de rentrer un peu dans tout ce truc-là pour ensuite faire autre chose, parce qu'elle, du coup, elle s'est mise à faire plein de trucs. Et sur le tard, après, elle a fait Quotidien, et aujourd'hui, elle fait son spectacle, que je vais aller voir d'ailleurs dans 3 jours. Donc moi, déjà, je suis méga sensible à son humour, genre vraiment, elle me fait mourir de rire. Et du coup, ouais, c'est un peu, entre guillemets, je vais pas dire mentor, parce qu'elle a pas eu ce rôle de... Enfin, on se connaît pas vraiment, bon, aujourd'hui un petit peu, mais voilà. Mais ouais, c'est un peu un bon exemple à suivre pour moi, parce que c'est vraiment la fille que j'ai découvert comme ça sur Internet, et son parcours a un peu inspiré le mien. Donc en général, ouais, c'est elle que je cite. Après, en personnes qui me font beaucoup rire, il y a Laura Felpin qui me fait énormément rire. C'est pas vraiment la même vibe, mais un petit peu quand même, tu vois. Et en mec, du coup, c'est pas de la scène, mais Mr V, tu vois, moi, il est incroyable. Donc voilà. Ok. Mais ouais, je dirais Alison Wheeler un peu. C'est marrant parce que c'est quand même que des gens qui aussi ont une carrière Internet. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais, parce que comme je te disais, j'ai pas été élevée moi au stand-up. Ouais. Et j'ai découvert ça sur le tard, tu vois, même. J'ai un peu honte de le dire, mais les spectacles de Foresti, je les ai quasi pas vus, quoi. J'en ai vu genre un. En vrai, c'est le dernier. Donc, tu vois. Et pourtant, je l'adore. En fait, c'est ça le truc. Si j'en ai vu un autre en capta, tu sais, sur Canal et tout. Mais j'ai pas été élevée à ça du tout. Mes parents n'ont jamais consommé ça, par exemple. Et c'est vrai que t'as tendance un petit peu souvent à faire... comme tes parents, enfin ce qui te montrent et tout. Donc c'est pour ça que moi j'ai cette culture internet, parce que quand j'avais 15-16 ans, forcément comme tout le monde, j'allais sur YouTube et voilà. Donc beaucoup de culture internet, et c'est pour ça que c'est ces personnes-là qui m'inspirent plutôt, ouais. Ok. Est-ce que tu peux partager avec nous ton pire moment sur scène ? Alors, en vrai,
c'est pas si croustillant en fait, c'est juste que je pense que j'ai fait une scène à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est en Vendée, ça. Oui. Et en fait, je pense que c'était une de mes premières scènes, du coup. Et une de mes premières scènes, 10 minutes, 15 minutes, tu vois. Donc, en général, tes premiers 10-15 minutes sont pas non plus excellents. Et en fait, le public était assez âgé. Et moi, j'avais vraiment des références. Genre, je dis Emma Watson. Personne l'avait, quoi. Et je faisais l'erreur à l'époque de ne pas préciser qui était Emma Watson. Tu vois, aujourd'hui, quand je parle de mon sketch, j'ai un sketch où je parle d'elle. Je précise, même si 95% de la salle sait qui est Emma Watson. Tu mets du contexte, quoi. Il y a toujours 3 mecs ou 3 meufs qui savent pas. T'expliques juste qui c'est et c'est bon, ils savent, tu vois. Et en fait, je faisais l'erreur de pas expliquer et du coup, c'est vrai que j'ai un peu bidé pendant 10 minutes, quoi. Mais c'est pas... j'ai pas d'expérience terrible sur scène. Ok. C'est dommage, hein, parce c'est un peu que dommage, ça t'aurait plu, je pense. Ça aurait été mais... Bon, alors du coup, une superbe expérience, la plus belle. Là, il y a peut-être un truc. Ouais, alors moi, j'ai vécu un truc assez... que j'ai trouvé assez génial, c'est le plateau de Yacine Bellous qui s'appelle Première fois à Paris, je sais pas si tu connais. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça se passe au Théâtre Le République, donc il y a 500 personnes. Et le concept, c'est de venir faire des blagues que tu n'as jamais testées devant tous ces gens. Et c'est à la fois, je pense, un des plateaux où j'étais le plus stressée de ma vie parce que t'arrives, tu te mets à nu, t'es là, tu testes des vannes, tu sais pas si ça va marcher, tu les as écrites il y a 2 jours, machin. Et à la fois, en fait, le retour de la salle est exceptionnel. Là, je l'ai encore refait il y a pas longtemps. Du coup, moi, la première fois que je l'ai fait, c'était en septembre 2022, donc ça faisait pas si longtemps que je faisais de la scène. Et il faut savoir que quand j'ai commencé en avril, j'étais pas du tout sur un rythme de 3, 4, 5 scènes par semaine. J'étais des fois, j'en faisais genre 2 par mois, tu vois. C'était vraiment... Donc, tu vois, le truc de Yacine, c'était pas une de mes premières scènes parce que j'en ai quand même fait quelques-unes. Mais c'était vraiment pas loin, quoi. Et... je dirais que c'était assez exceptionnel parce que c'est un de mes premiers souvenirs en fait de scène et ça pour moi c'est incroyable d'avoir 500 personnes qui rigolent à ta blague que t'as écrit il y a 3 jours, t'es là waouh. Là pour l'ego ça fait du bien. Ça c'est ouf, ouais. Est-ce qu'il y a une salle que tu veux absolument faire ? J'ai le droit de rêver grand. Oui, surtout. Eh ben alors l'Olympia évidemment, mais le Trianon encore plus à Paris. Parce que le Trianon, je trouve cette salle exceptionnelle. Genre vraiment, je sais pas si t'es déjà allé. Si, ouais. Elle est trop trop belle. Que ce soit la salle ou même quand tu rentres, en fait, t'as un énorme hall avec des moulures au plafond, des colonnes et tout. Enfin, c'est vraiment trop beau. Et il y a un petit côté affect parce que du coup, avec RTL2, tous les ans, ils font un concert, en fait, un plateau d'artistes au Trianon. Okay. Et chaque année, j'y vais. Et je me dis, tiens, ce serait trop cool un jour de jouer là-bas. J'ai fait une première partie là-bas, c'était cool, mais j'étais pas trop désirée. Là, c'était pas mal à raconter ça aussi, parce que en fait, il y avait eu 2 premières parties avant moi, une entracte, j'étais à 3e première partie. Et c'était la première partie de qui, du coup ? De Pierre Thévenoud. D'accord. Et en fait, j'arrive sur scène, Pierre Thévenoud, donc l'entracte se termine, Pierre Thévenoud prend le micro derrière le rideau, et il dit « Ouais, gardez de l'énergie pour la 3e première partie, Anna Godefroy ». Là, je rentre sur scène, et il y a un mec qui fait « Putain !» comme ça, il crie hyper fort « Putain !» Et moi, j'arrive, et je fais « Coucou !» Et du coup, j'étais là, je fais pas d'interaction du coup avec ce monsieur. Là, je l'ai ignoré, vraiment, parce que je me dis, lui, il aurait ragé. Et je crois qu'après, parce que moi, j'ai dû partir quand j'ai fini mon passage, bien sûr, mais quand Pierre a fait son spectacle, apparemment, lui-même a dû interagir avec ce gars parce qu'il était chiant, quoi. Ouais. Donc, heureusement que lui, je lui ai pas parlé. Et du coup, là, je suis arrivée sur scène en me disant, mais j'ai rien à foutre là et je fais chier tout le monde. Mais je me suis dit, écoute, maintenant que je suis là, je vais y aller. Et au final, j'ai réussi à les choper, donc ça a été. Donc, déjà monter sur la scène du Trianon. Voilà. J'aimerais beaucoup. Après, évidemment. La prochaine fois, c'est pour 1 heure, du coup. Pourquoi pas. Pas demain, à mon avis, mais. Avec 3 premières parties. Voilà, non, que 2. Voire 1, et on y va, quoi. Mais ouais, après, évidemment, c'est pas original, mais c'est vrai que l'Olympia, c'est tellement beau et tellement mythique que, évidemment, pourquoi pas, quoi. Est-ce qu'il y a une question, tu penses, que j'ai oublié de te poser ? Non, parce que c'est toi qui gères tes questions et c'est que vrai. Je pense que j'ai... Il n'y a pas quelque chose que tu voulais absolument dire et que j'ai... Non, après, tu vois, moi je te disais que j'avais regardé
les extraits que t'avais mis. J'ai regardé celui avec Antoine Santenac et en fait je me suis vachement reconnue dans un truc qu'il a raconté. Alors je sais plus exactement ce qu'il disait, mais je sais plus quelle était ta question. Enfin je sais pas quelle était ta question pour qu'il réponde ça, mais il expliquait qu'il avait perdu sa grand-mère et qu'il devait faire des blagues. Et en fait c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a pas longtemps et j'étais là en me disant, je sais pas du coup quelle question tu lui as posée pour qu'il te raconte ça. Peut-être que c'était comment on peut faire rire en toutes circonstances. Ouais en fait parce que, et ça c'est un truc que j'avais aussi à la radio, en fait toi t'es là, tu dois réveiller les gens ils t'écoutent à 6h du matin parce qu'ils ont envie de se réveiller, ils ont envie d'être de bonne humeur, donc en fait toi tu dois être tout le temps au max et c'est super dur à gérer en vrai parce que moi là c'était en janvier, ma grand-mère elle est décédée et genre le lendemain je partais en tournée de comédie club et c'est horrible parce que t'es là, déjà en plus tu dors pas chez toi, t'es à droite à gauche avec des gens, tu dois faire des blagues et puis après il y a l'enterrement et après il y avait mon anniversaire le lendemain, enfin vraiment c'était pire semaine et je sais pas pourquoi vraiment je dis ça, mais tu vois, je trouvais ça assez marrant, entre guillemets. Non, mais c'est intéressant parce que les gens, en fait, ils voient pas. Parce que toi, t'es là, ils viennent, ils s'assoient, ils veulent rire, mais ils savent pas ce qui se passe, en fait, dans ta vie. Et c'est vrai que c'est un gros challenge, je trouve, de devoir un peu faire rire en toutes circonstances. Des fois, t'es trop dans le mood, et des fois, t'as pas envie, et t'as pas la foi, mais t'y arrives quand même, et ça se voit pas, quoi. Et c'est ça que je trouve assez fort dans ce métier, mais qui peut être aussi un peu dangereux peut-être parfois pour ceux qui vivent des trucs un peu hardcore. Voilà, bon, c'est un truc qui arrive à tout le monde de perdre sa grand-mère malheureusement, tu vois, mais c'est vrai que le timing était vraiment pas ouf. Ouais. Donc non, voilà, c'est pour ça que je repensais à ça. Mais voilà. Non, mais c'était une bonne question que j'ai oubliée. Oui, après, tu vas pas me dire, du coup, t'as perdu ta grand-mère. Je vais commencer à la poser, cette question, parce que si toi, Antoine, c'est un truc c'est apparemment... une vraie question. C'est une vraie question pour les stand-uppers. Ouais, puis t'as un truc aussi où, du coup, moi, pendant cette période-là, j'ai rien posté sur les réseaux sociaux, parce que, pendant une dizaine de jours, je pense que j'ai rien mis et tout, et les gens posent des questions, tu vois. Alors, tu reçois pas non plus 100 messages, genre, t'es où ? Parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui mettent des stories, genre, désolé, j'étais absent. En vrai, personne n'a remarqué que t'étais absent, ça, vraiment, voilà. Mais oui, là, il y en avait, genre, 1 ou 2 qui m'ont dit, ah, ça va, on n'a pas de nouvelles, machin et tout. Comment tu veux répondre à ça ? Tu vas pas dire bonjour, non, ma grand-mère est décédée, tu vois. Je suis pas trop du genre à me pencher comme ça aux gens. Auprès des gens, ouais, mais oui, je sais plus pourquoi je partais là-dedans. Oui, les gens, ils te demandent et tout, donc en fait, c'est trop bizarre parce que t'es en mode oui, tout va bien, et en fait, pas trop, quoi. Mais c'est ça qui est assez fort aussi dans notre métier, et je pense que ça aide aussi à tenir. Je crois que c'est un peu ça qu'il disait Antoine. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a aussi aidé à penser à autre chose et voilà, à faire, tu vois, je fais rire, je pense à autre chose. Bon, après, ça retombe au bout d'un moment, tu vois, mais voilà, quoi. Mais lui, carrément, il en avait parlé sur scène, tu vois. Ouais, lui, il avait... arrivé, ouais, non, pas moi, par contre. Ouais. Mais par contre, je faisais un sketch vraiment sur la mort. Ce qui était pas, du coup, qui était écrit avant, malheureusement. Oui, j'imagine. Mais, et je m'étais dit, putain, comment je vais gérer ça ? Et en fait, t'es dans ton truc. Ouais. Tu vois, il y a même des gens qui disent, je sais pas, j'ai 42 fièvres, mais il faut que je monte sur scène. Ils montent sur scène, pendant leurs 15 minutes, ils sont au top. Et après, ils sortent, c'est horrible. Bon, là, tu vois, c'est un peu pareil. Tu fais ton truc, et après, tu pleures quand tu vas te coucher. Et puis, c'est aussi les choses de la vie, quoi. Mais ouais, c'est un peu particulier à gérer. Et à la fois, je trouve que ça aide un peu à tenir. Moi, ça m'a un peu aidé, mais je pense que ça dépend vraiment des personnalités. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Anna. Merci à toi, c'était super. Bon, très bien, si t'as passé un bon moment. Ouais, moi aussi. Carrément. Tu peux faire un peu de promo si tu veux. Malheureusement, j'ai pas encore mon spectacle, mais ouais, je pense. Je peux pas donner de date, en vrai, j'en ai pas. Okay. Mais non, on peut me retrouver en attendant sur les réseaux. Et quand j'aurai mon spectacle, évidemment, je ferai la promo sur mes réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, suivez Anna. Avec plaisir. Et pas dans la rue, sur les réseaux. Voilà, si vous pouvez éviter dans la rue, ça m'arrange. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner au podcast. Et si jamais vous êtes chaud, vous pouvez carrément mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et même lâcher des pouces bleus sur YouTube. Bref, tout ce qui peut faire que Bientôt la Fame devienne bientôt famous. Cet épisode a été enregistré au studio de Lille à Nantes. Merci à M-Stream Studio pour les moyens techniques. Merci à Clarisse Ferré pour l'identité graphique. Merci à la Piscine Records pour la musique originale. Et enfin, merci à Arthur Mian pour son aide précieuse dans l'installation du plateau. Et un grand merci à Benjamin Billier à la lumière. À bientôt la Fame.